Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Pauline Sarda, ma mentor et une mentor business de renom que j'adore. Aujourd'hui, on va parler de scaling. Salut Pauline. Salut Céline, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait trop plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super. J'ai un RAS. Bon, tu as déjà une grosse communauté sur LinkedIn, donc il y a pas mal de personnes qui te connaissent. Malgré tout, j'aimerais bien que tu te présentes. Bah, je te rassure, il y a énormément de gens qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Pauline Sarda. Je suis aujourd'hui coach business. Je fais aussi de la conférence. Et aujourd'hui, avec mon entreprise Step 22, on accompagne les entrepreneurs en prestation de services à devenir autonomes sur deux parties qui me semblent essentielles, particulièrement le marketing et le développement commercial. Et donc aujourd'hui, on a deux accompagnements, un starter, on va dire, et puis je te dirais, intermédiaire, plutôt pour les entrepreneurs qui génèrent déjà un petit peu de chiffre d'affaires et qui ont besoin de stabiliser tout ça avec une vraie stratégie. Yes. Comment s'appellent tes offres? Tu peux me rappeler? Ouais, on a Dynamite 45, donc ça c'est une offre qui est pour construire son offre en 45 jours et trouver ses premiers clients. Et oui, je sais, ça paraît un petit peu promesse bullshit, mais oui, c'est totalement faisable de trouver ses premiers Ouais. clients en 45 jours. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Et l'autre accompagnement du coup qu'on va avoir, c'est Systemix, donc là plutôt pour les intermédiaires, qui a pour objectif de générer des clients en continu grâce à une stratégie sur mesure. Donc là, on est vraiment à 90% sur de la stratégie commerciale. Yes. Alors moi, je te connais plutôt bien parce que j'ai été une de tes clientes sur ton ancien programme phare, le 3-6, qui était Ouais. quand même un super programme. Et donc, tu as été ma mentor. Tu l'es toujours, d'une certaine manière. Et donc, moi, ce que j'avais adoré quand j'ai suivi le 3-6, c'est justement cette capacité que tu avais à former ou à accompagner beaucoup de personnes sur une courte durée avec énormément de qualité, un niveau d'accompagnement et de qualité hyper fort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait envie de parler du scaling sur le delivery. Alors, OK, là, on est vraiment sur des mots un peu anglais. Enfin, voilà. Donc, je vais t'expliquer déjà ce que c'est le scaling sur le delivery, parce que sinon, c'est pas drôle. Scaler, en fait, ça veut dire que tu vas accompagner plus de personnes, tu vas accompagner plus de monde de manière plutôt agile, sans avoir besoin de déployer des gros moyens pour y parvenir, entre guillemets. Est-ce que tu valides déjà la définition du scaling, Pauline? Oui, oui, bah, en tout cas, sur les métiers d'accompagnement, oui, parce qu'après, le scaling, ça va aussi sur les autres types de business, mais tu l'as très bien décrit, l'objectif, c'est de pouvoir prendre plus de commandes, entre guillemets, plus de clients, sans que ce soit, sans avoir à développer beaucoup les ressources, je dirais, parce qu'il y a Yes, aussi un enjeu de rentabilité quand même. Il faut que ça reste rentable. Donc, carrément. voilà.
Alors, on va parler du scaling sur le delivery parce qu'on peut scaler la partie commerciale, etc. Il y a plein de choses qu'on peut scaler dans son entreprise, donc passer à l'échelle supérieure sans trop de moyens. Mais là, on va vraiment parler du delivery. Et donc, quand on va parler de delivery avec Pauline, c'est vraiment comment tu délivres ton offre, c'est comment tu la produis, c'est ce que tu fais dans ton accompagnement et dans ton programme. Donc là, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là aujourd'hui avec Pauline. OK pour toi, Pauline? Yes, I'm ready. Allez. Du coup, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on s'est dit qu'il y avait plusieurs étapes dans le scaling. Ah oui, attends, on a oublié un truc. Tu vois, c'est... J'ai oublié d'expliquer que cet épisode, il allait s'adresser à des personnes qui forment déjà, qui accompagnent déjà et qui aimeraient passer au niveau supérieur. Et très souvent, passer au niveau supérieur quand on vend son temps, parce que l'idée, c'est vraiment d'arrêter de vendre son temps. Là, c'est la clé du scaling. C'est de voir quels sont les modèles qu'on peut mettre en place. Euh, voilà, les modèles qu'on peut mettre en place pour ne plus vendre son temps et vendre vraiment son expertise. Voilà. Donc, si tu as envie de passer au niveau d'après dans ton business, on va voir les 3 niveaux de scaling avec Pauline et tu vas pouvoir te projeter peut-être. Donc, la première étape du scaling, c'est quand on va vendre. En fait, là, c'est quand on scale pas carrément, c'est qu'on fait du one-one. On vend au temps passé. Alors, d'après toi, comment on va pouvoir délivrer son accompagnement à plus de monde quand on est à ce niveau-là, en one-one? Quand on vend du one-one, enfin, alors déjà, je pense que c'est important juste de préciser une chose, c'est que je pense quand même que, à part si tu as déjà eu une boîte avant, à part si tu as déjà eu une certaine visibilité auparavant, je pense que vendre en one-one, c'est un petit peu le passage obligé. Je dis pas que ça Ouais. l'est à 100%, hein, tu vois, tu me connais, Céline, je suis pas du genre à mettre des injonctions dans la tête des gens et dire il y a que ça qui marche et tout, c'est pas ça. Mais on va dire de façon générale, c'est quand même important de commencer par le one-one parce qu'on n'a pas la ressource forcément quand on démarre d'avoir des milliers de clients, déjà ça ce qui est totalement normal. Et la deuxième chose, ça permet de hyper bien connaître son client et de vraiment d'être à son contact tout le temps. Et c'est comme ça qu'on construit ensuite un plan de développement qui est adapté. Donc ensuite, pour répondre à ta question, à mon avis, là, encore une fois, ça ne sera pas une généralité, mais l'une des choses à faire, c'est que souvent, soit quand on fait de la formation, soit quand on fait de l'accompagnement, on remarque qu'on répète tout le temps les mêmes choses. On répète tout le temps les mêmes choses, on est fatigué, même si on peut mettre des fois des petites choses en place, des petites fiches, enfin, tu vois, ce genre de choses, ça suffit pas à un moment donné. Et donc, la première étape pour moi, c'est peut-être de digitaliser le delivery. Donc, autrement dit, tout ce qui est répété tout le temps, tout ce qui est théorique peut être complètement, on va dire, moi j'aime bien dire templétisé, modélisé d'un client à un autre. C'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale. Ça ne t'empêche absolument pas de faire du sur-mesure autour, tu vois. Mais par contre, il y a quand même des éléments théoriques qui sont indispensables à transmettre à tes clients selon ce que tu vends. Et donc, je dirais que toute cette partie-là, tu peux la digitaliser, tu peux filmer, tu peux mettre en place des fiches de travail, tu peux en parallèle de l'accompagnement ou d'une formation. Yes, donc moi j'adore quand tu dis tout ce que tu répètes et que tu en as marre de répéter à tous tes clients, il faut le digitaliser d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta ressource la plus précieuse, surtout quand tu fais du one-one, c'est ton temps. Et l'idée, c'est vraiment d'aller automatiser une partie des choses que tu fais tout le temps. Et alors, l'automatisation, la clé, bon, on n'est pas des pros de la productivité, mais c'est que ce que tu répètes 12 fois par jour, il faut trouver un moyen d'arrêter de le faire parce que ton temps, c'est trop précieux. Et surtout quand tu fais du coaching ou de l'accompagnement. Et donc, effectivement, c'est de trouver un moyen de digitaliser. Comment tu fais, toi, concrètement, pour digitaliser une partie de ton delivery, Pauline? Alors, moi, ça fait hyper longtemps que je le fais, donc du coup, faudrait que je remonte à quand j'ai commencé, on va dire. Mais concrètement, je vais modéliser ce que j'aime bien appeler la colonne vertébrale d'un accompagnement chez moi,
qui peut se transposer à une formation, parce que moi, je fais quand même une différence quand même entre l'accompagnement et la formation, mais on va le mettre ensemble. Donc, ce que j'appelle une colonne vertébrale. Donc, en gros, quels sont les éléments que tous tes clients, quels qu'ils soient, ont besoin pour avancer. Une fois qu'on a identifié ça et qu'on a identifié aussi ce qu'on répète systématiquement, et attention, dans ce que j'appelle ce qu'on répète systématiquement, je parle aussi de l'onboarding. Typiquement, je vais donner un exemple. Quand moi, je faisais encore du one-one, donc ça remonte maintenant, enfin du one-one pur, on va dire qu'on n'avait que cette offre-là et que j'avais que cette offre-là. Avec mes clients, on échangeait et ils avaient un espace ClickUp avec moi. Donc, c'est équivalent Notion. Et en fait, je passais littéralement une demi-heure à chaque fois sur la première session à expliquer comment on va communiquer, montrer l'outil, etc. Une des premières choses que j'ai faites, c'est de filmer un tutoriel d'onboarding pour arrêter de répéter. Et en plus de ça, c'est génial parce que le client, quand il arrive, il sait exactement comment ça marche. Ça ne dure pas 10 ans. Et si jamais il a un doute, il revient sur la vidéo. Donc ça, exemple typique. Donc, identifier où est-ce qu'il se répète et ensuite venir le filmer. Alors, je sais que venir le filmer, ça peut faire peur, tu vois, à certaines personnes. Moi, je pense que, c'est une question d'habitude. Et deux, si vous faites de la formation, je sais que c'est beaucoup ton public, Céline, donc je vais essayer quand même de parler plus à ce public-là. Si vous faites beaucoup de formation, il faut vraiment vous dire quels sont les slides aussi que j'ai de prêtes déjà dans mes formations, même si elles sont en présentiel, tu vois, même s'il y a une partie en présentiel. Et comment je peux le modéliser, on va dire, à la digitale. Et ensuite, comment je fais pour filmer? Vraiment, vous imaginez, vous avez quelqu'un en face de vous et vous parlez. That's it. Pas besoin de script, etc. Parce que je trouve que ça peut dénaturer et en plus de ça, ça peut stresser aussi. Mais après, à vous de voir. Moi, je sais que ma toute première formation en ligne à l'époque, pourtant, je suis hyper à l'aise à l'oral et j'étais pas. En fait, j'avais peur d'oublier des choses quand je filmais le contenu digitalisé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pas affiché mon visage en fait sur les slides. Donc, je sais, ça peut paraître fou. Moi, aujourd'hui, j'affiche parce que je suis très à l'aise, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Vous pouvez filmer juste votre écran tant qu'on vous entend et que vous êtes en train de transmettre ce qui est plus important, ça suffit. Et après, quand même, dernière chose, il faut quand même choisir c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux pour l'expérience client. Il faut choisir quand même une plateforme sur laquelle vous allez déposer vos contenus vidéo, on va dire, pour qu'il y ait quand même un suivi. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des clients, en fait, on leur a dit, là, tout de suite, tu as besoin de digitaliser, mais juste, ils n'avaient pas le temps de digitaliser au sens vraiment finalisé. On leur a dit, pour l'instant, mets tes vidéos sur Google Drive. Au moins, tu fais ton accompagnement comme ça. Et puis, tu verras pour le suivant et c'est OK. Il faut être OK avec le fait que les premières choses que vous allez faire maintenant, vous verrez que dans 5 ans, vous direz mais comment j'ai pu proposer ça? Mais en fait, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que le client, il est ce qu'il veut et qu'il comprenne. Tu vois, je trouve que c'est le plus important. Mais la plateforme est quand même importante. Pas trop longtemps, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, j'adore l'idée parce que je trouve que quand on démarre dans le business, on prend tellement de temps à réfléchir à quel outil je vais utiliser. Est-ce que je vais aller sur Podia, sur System.io? Moi, j'utilise Stitcheasy. On se prend la tête avec ça. C'est comme si c'était ça qui faisait le succès de notre Presta, alors que pas du tout. Et ce qui compte, c'est vraiment le contenu. Et j'adore ce que tu dis aussi, Pauline, parce que t'es pas déjà obligé de faire des vidéos. C'est pas tout le temps un prérequis. D'ailleurs, t'en as pas sur tout le 3.6, il n'y a pas que des vidéos. Et t'es pas obligé de te montrer aussi. Moi, je me souviens, la deuxième formation en ligne que j'ai fait sur LinkedIn, alors je venais de faire, je vais parler des collègues, mais je venais de faire la BSB de Aline Bartoli. Ouais. Et elle a un niveau de qualité dans sa plateforme de formation qui est juste énorme. Et j'ai passé 6 mois sur ma formation LinkedIn parce que je voulais que tout soit nickel, j'ai tout scripté. Enfin, c'était un boulot de taré. Et sauf que bon, LinkedIn, ça va déjà super vite. Donc, au moment où elle est sortie, elle était presque déjà has-been. Et puis, franchement, je me suis pris la tête pour rien. Par contre,
j'ai appris que j'avais plus besoin de scripter. Maintenant, je ne scripte plus et je ne monte plus mes vidéos. C'est-à-dire que je les filme en one shot. Alors, je fais du court, je fais du micro-learning. Je pense que toi aussi, tu fais des vidéos plutôt courtes. Mais Ouais. il y a d'autres choses aussi, c'est les ressources qu'on va donner, qui sont pas forcément des vidéos, mais vas-y, tu peux donner quelques exemples, peut-être, Pauline, de ressources que tu mets aussi, qui apportent de la valeur, quoi, dans tes accompagnements. Ouais, je vais juste rebondir sur ce que tu disais avant. Ouais. Je pense que ça dépend aussi sur quoi tu veux mettre l'accent. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta transmission? Oui, par exemple, Aline, typiquement, on sait que, et tu l'as dit, ça va être sur la qualité de la vidéo, etc. Ça va être très important pour elle. Et c'est sur ça qu'elle va mettre le focus. T'en as d'autres, typiquement nous chez Step 22, où ça veut pas dire que les vidéos c'est de la merde, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que on va mettre moins d'efforts dans la qualité au sens d'image, parce que selon nous c'est pas le plus important. Nous, on veut mettre l'accent sur l'accompagnement, le suivi personnalisé, et donc du coup on va mettre plus d'efforts dans ça. Donc je pense que vraiment c'est important, tu vois, de prendre en considération cet aspect-là, en fait, choisir sur quoi, quel est votre combat, en fait, principal, tu vois, c'est ça, Ouais, quel est votre ouais, combat carrément. principal. Et Et sur ta deuxième question, ouais, vas-y, je t'en prie, parce en que, fait, ouais, quand tu choisis ton combat, au niveau où on est là, c'est-à-dire niveau 1 du scaling, tu fais encore du one-one. L'idée, c'est pas de faire une usine à gaz que tu pourras jamais vendre. Parce que complètement. quand tu vas passer 6 mois à construire une formation, ben, après, il faut que tu ailles la vendre. Et ça prend encore au moins 45 jours. Si- Oui, 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 non, non, mais c'est clair. Et du coup, tu Et voulais enchaîner. ouais, sur ta question, qu'est-ce qu'on peut mettre comme ressources? Il y a tellement de choses qu'on peut mettre comme ressources, mais on peut mettre des fiches, on peut mettre alors quand je dis des fiches, c'est des documents à remplir en fait, qui peuvent servir aussi. Nous, je sais qu'on a beaucoup ça parce que tu parlais de micro-learning, nous aussi on fait beaucoup ça, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils passent à l'action et pas qu'ils mangent de la théorie. Ça nous intéresse pas entre guillemets. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils agissent parce que c'est en agissant, on estime en tout cas qu'il y a des résultats. Donc, du coup, on fait plutôt du micro-learning. C'est des petites vidéos où on va droit au but. Et notre objectif, c'est qu'il y ait une action derrière. Et potentiellement, sur certains aspects, on va avoir besoin de, que le client travaille peut-être sur quelque chose. Et deux, qu'il nous fasse un retour de ce travail-là pour que nous, on puisse venir donner notre point de vue, valider entre guillemets ou non, etc. Donc, on peut faire ça. On peut mettre en place aussi, ouais, j'allais dire des ressources, c'est un petit peu différent, mais je sais pas. Bon, ça, c'est un peu. Non, je vais pas le dire parce que ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais ça peut être aussi des e-books en plus, mais qui sont pas forcément à remplir, mais ou ça peut être aussi des checklists, des ressources en plus, en fait, qu'on va avoir, qui vont servir de support pour le client. Peut-être que j'ai oublié des Moi, choses, hein, c'est probable. moi, je trouve que c'est vraiment déjà cool. Mais ce que j'aime bien ajouter maintenant dans mes programmes, c'est des GPT personnalisés, en Ouais, fait, qui vont pouvoir te questionner d'une certaine manière pour arriver à une conclusion. Et donc, ça, j'en fais pas mal, tu vois, notamment pour l'écriture de la page de vente ou des choses comme ça. Tu vas avoir un GPT qui va t'aider dans ta réflexion. Donc, ouais. ça, j'aime bien. Mm. Ouais, ouais, non, c'est hyper quali, toujours dans l'objectif d'aider aussi le client à aller plus vite. Je sais pas si c'est le bon mot, mais à être plus efficace, en fait, Yes. Et donc carrément. là, on voit bien qu'on passe de un accompagnement one-to-one, donc tu continues de faire tes sessions en individuel avec ton client, mais à côté de ça, il a accès à des ressources, à des vidéos, à une formation sur une plateforme, etc. Il va avoir un super onboarding aussi parce que bah, tu vas lui envoyer des vidéos pour tout lui expliquer. Donc là, il va vraiment se sentir choyé. Et moi, c'est ça que je trouve génial dans la digitalisation, c'est que non seulement tu vas augmenter la transformation de ton client parce qu'il est encore mieux accompagné. Mais toi, c'est vraiment là-dessus que tu vas pouvoir scaler parce que ce truc-là, quand tu l'as préparé une fois, alors ok, il y a les mises à jour et tout ça, mais quand tu l'as préparé une fois, c'est terminé, c'est dispo pour tous tes clients.
Et pareil, donc moi, par exemple, je m'adresse à des formateurs, je redonne tout le temps les mêmes formations. Bah, là, au lieu de redonner, c'est l'histoire de l'effet cumulé, c'est qu'au lieu de refaire la même chose, bah, à chaque fois, je vais augmenter le niveau, faciliter la prise de décision ou le passage à l'action. Et je trouve que euh, non seulement ça te permet de scaler, mais en plus, ça te permet de créer une véritable expérience de transformation pour ton client et ça augmente vraiment la valeur en fait de l'accompagnement. Ouais, ah non, mais complètement. Et puis, autre avantage, tu peux prendre plus de clients. C'est-à-dire, tu peux très bien continuer en one-one, mais tu vas pouvoir prendre plus de clients parce que chaque client individuellement va te prendre moins de temps de gestion aussi. Donc, tu vas pouvoir aussi augmenter ton chiffre d'affaires. Ou sinon, tout simplement, avoir plus de temps pour autre chose, pour ta Ouais. famille, enfin, voilà. Donc oui, c'est sûr que c'est combo gagnant et je dirais même que pour moi, la digitalisation du delivery, aujourd'hui, elle est quasiment accessible à tout le monde, même celui qui débute. Tu Ouais, je vois, suis donc d'accord. évidemment Ouais. que c'est plus difficile de venir identifier quelles sont les choses qu'on répète si on l'a fait que 3 fois, tu vois. Donc, bien entendu, c'est plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, ça peut être même mis en place très rapidement, tu vois. Ouais, c'est clair. Puis surtout que c'est pas obligé que ça soit fini tout de suite. Non, Moi, absolument pas. je me souviens quand la première fois que j'ai vendu le programme Bing, il existait que dans ma tête. Et moi, il y avait une plateforme de formation avec, donc c'était vendu, c'était vendu avec. Et Ouais, donc j'étais obligée d'aller hyper vite parce que toutes les semaines, ma première cliente, elle avait oui, c'est des ça. trucs à faire. Et donc, je devais lui donner. Donc, ça m'a obligée d'être agile, de bosser super vite et d'aller vraiment droit à l'essentiel, quoi, pour elle. Donc, ouais, ça a vraiment des nombreux avantages. Et ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu n'es pas obligé de construire une usine à gaz tout de suite avec Non, des vidéos. Tu peux très bien mettre un drive dispo pour ton client où il va avoir accès à des trucs. Donc, voilà, c'est accessible à tout le monde. Et tu n'es oui, pas obligé d'être une youtubeuse, oui, influenceuse pour, euh, pour être bon dans ce que tu fais. Ouais. ouais, complètement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette première partie, ce premier niveau de scaling, et peut-être notamment sur le one-one? Parce que, ah ouais, tu as dit ça. Tu as dit que du coup, on va réduire le temps aussi de one-one, Mm. puisque moi, je me souviens aussi, au début de Bing, je voulais faire vraiment la qualité, tu sais, je voulais surdélivrer et tout. Je me suis dit, je vais mettre 9 séances individuelles. Comme ça, le client, il sera vraiment au taquet. Et puis, en fait, les 9, il les réservait jamais et il n'avait pas besoin de toutes ces séances. Donc là, je Non. suis passée plus qu'à 4. Ouais, non, mais ça, c'est une erreur typique. Enfin, c'est une erreur. C'est vraiment l'entrepreneur qui veut bien faire et qui est persuadé que c'est dans le nombre d'heures de formation ou d'accompagnement que la valeur sera transmise, alors que on le voit dans les faits, c'est absolument pas le cas. La plupart du temps, d'une session à une autre, quand il y en a trop, le client n'a même pas eu le temps d'implémenter. Donc ça, c'est un vrai gros problème. Il vaut mieux mettre moins, mais plus quali. Ouais, ça c'est, enfin oui, ça c'est indéniable. Moi, je crois, et encore moi, je suis pas trop rentrée dans ces travers-là quand je faisais du one-one au tout début. Au début, ah si, je te dis des bêtises. Si, je peux donner juste l'échelle. Première, on va dire version de mon accompagnement de l'époque. J'avais une session par semaine, une session d'1 heure. Ensuite, je suis descendue parce que j'ai bien vu que des fois, on n'avait presque rien à se dire avec mon client d'une session à une autre, tu vois. Voilà, donc il fallait presque remplir, donc c'était beaucoup moins qualitatif. Ensuite, je suis passée à 2 sessions par mois et j'ai fini à une session de 2 heures par mois, plus du support et de l'accompagnement personnalisé autour. Et ça a été aussi le moment où mon accompagnement en one-one a été le plus cher. C'est fou, hein? Ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire comme ça, quoi, t'avais moins d'heures et donc du coup, ben ouais, mais il y avait 1000 fois plus de qualité. Il y avait 1000 fois plus de qualité et j'étais 1000 fois plus disponible pour faire des feedbacks autour, des feedbacks qui n'ont absolument pas besoin d'un appel là tout de suite maintenant et qui peuvent avoir une réponse dans 2 heures, tu vois. Et donc c'est à ce moment-là que mon accompagnement était le plus cher et en plus était le plus rentable pour moi aussi. Donc, donc oui, mais en même temps,
j'ai envie de dire, des fois, c'est presque qu'il y a des rites de passage. Tu es un peu obligé de... C'est pas une erreur, en fait. C'est juste, pour moi, une étape par laquelle Ouais. beaucoup d'entrepreneurs passent quand ils sont sur ces modèles-là. Et que il faut presque le vivre pour le comprendre et pour se dire, ah oui, c'est vrai, mon client, en fait, il n'a pas besoin de tout ça. Ouais, c'est exactement Mm. ça. Moi, j'aime bien parler de passer d'une économie du temps à une économie de valeur. Et en fait, Complètement. ta valeur, la valeur de ton offre, elle est plus corrélée au temps que tu vas passer, Mm. mais vraiment à la transformation que tu vas apporter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le côté asynchrone. Donc, tu vas avoir les coachings one-one, on est sur du synchrone. Mais après, il y a tout ce que tu fais autour qui est asynchrone et donc qui ne te demande pas une réponse tout de suite. Et ça peut être un feedback. Moi, j'adore faire des feedbacks Loom, tu vois, sur un profil Ouais. LinkedIn où je fais un Loom et j'envoie ça au bout de 2 jours, 3 jours, quand je peux. Et ça aussi, ça apporte vachement de valeur. Euh, et tu peux le faire quand tu veux, quoi. Ouais, tout à fait. Et le client, il est tout aussi content. Tu vois, je veux dire, il est pas Ouais. mécontent. Non, parce que c'est ça aussi souvent qui fait peur. Bah ouais, mais j'ai peur que le client pense que je fais rien ou que tu vois, enfin, je sais pas, toutes ces croyances qu'il peut y avoir derrière. Non, non, pas du tout. Le client, quand il reçoit un retour, même un vocal, je dis une bêtise, tu vois, même un Mm. vocal, il se sent écouté, il se sent compris, et c'est ça le plus important. Et se sentir écouté et compris, ça passe pas automatiquement par du synchrone, en Ouais, fait. carrément. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Même un message sur WhatsApp. Enfin, moi, j'ai encore pas mal de messages comme ça sur WhatsApp. Je réponds aussi en vocal et en fait, ça permet vraiment à ton client de se décoincer sur des petites problématiques qu'il a Ouais, et de l'aider à passer à l'action rapidement. Et ça aussi, ça donne énormément de valeur parce que en gros, tu es quand même hyper dispo pour lui sur WhatsApp. Enfin, moi, je sais que je réponds en 48 heures. Je pense que toi, dans ton équipe aussi, vous êtes ultra réactif. ouais. Et ça, bah, le client, il est trop content aussi. Donc, alors que toi, ça t'a pas demandé plus de travail ou plus de douleur. Oui, oui. C'est parce que tu peux le faire vraiment quand tu veux, enfin, dans ton organisation perso. Et ça, je trouve que et encore une fois, derrière, le client, il est ultra content, vraiment. C'est ça. Ouais. Ah, tiens, j'ai encore un sujet par rapport à ça. C'est que, et d'ailleurs, je suis en train de faire une masterclass. Alors, ça sera au moment où on enregistre l'épisode et où on le diffuse, il Ouais. y aura vraiment un gros décalage. Mais quand tu vends en one-one, juste en synchrone, et quand tu proposes tout ça, bah, tu multiplies tes prix par 10. Ouais, ben j'en ai parlé juste avant. C'est le moment où quand je faisais du one-one, mon accompagnement était le plus élevé en prix. Et moi, en plus, ça n'a pas du tout été une friction puisque j'avais même plus de demandes encore. Alors, je mets quand même des guillemets là-dessus. Je pense que, bien sûr, ça permet d'augmenter son prix, mais on ne peut pas augmenter son prix non plus comme on veut, ni quand on veut, ni parce que juste on le veut. Voilà, je pense que c'est important. Ça dépend aussi du marché. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais donc spécialiste LinkedIn. Je dis à l'époque parce que j'ai l'impression que c'était un autre temps, c'était il y a 7 ans quand même déjà. Mais, spécialiste LinkedIn. Et en fait, comme il y avait très très peu, on était très peu sur ce sujet, j'ai pu aussi me permettre d'être plus cher. Enfin, tu vois, il y a aussi une réalité. Mais même si vous êtes sur des niches où il y a plus de monde, plus de concurrence, vous pouvez quand même vous permettre d'augmenter le prix parce que justement, vous délivrez plus de valeur et que vos clients, ils ont une plus grande transformation. Donc, complètement. Les personnes qui m'écoutent, généralement, ici, elles se vendent pas assez cher. Mais Ouais. entre se vendre pas assez cher et vendre cher. En fait, je trouve qu'il y a tout un syndrome de l'imposteur à décaniller, comme on dit chez moi. Mmh. Tu pointes, tu décanilles le syndrome de l'imposteur et déjà, tu travailles ton prix pour qu'il t'apporte de la rentabilité, qu'il soit cohérent avec le marché. Et quand tu as atteint ça, après, tu peux travailler sur l'augmentation de ton prix. Malgré tout, comment dire, il faut arriver à ce niveau-là, à se dire, bah, moi, mon accompagnement, il vaut tant parce qu'il a telle valeur, il Mmh. transforme tant, il est rentable, etc. Et ce chemin-là, déjà, il est pas simple à aller chercher, quoi. Ouais, ça va dépendre. Ça va être du sur mesure, ça. Yes.
Bon, merci pour cette première étape de scaling. La deuxième étape du scaling dans le delivery, toujours pareil, j'adore dire des mots anglais comme ça. Euh, Ça va être le one to few. Allez, on y va, on continue à parler anglais. Oui, bon, tout simplement le groupe, quoi. Enfin, le groupe Voilà, c'est ça. ou délivrer à plus de monde en simultané, on va dire. On peut le dire comme ça. Est-ce que toi, tu te souviens de la transition quand tu es passé du one-to-one au groupe? Alors, je te dirais, alors oui, je m'en souviens à un moment charnière où c'était quand j'ai créé le 3-6, en fait, en réalité, à l'époque, du coup. Mais j'avais déjà fait du groupe avant. La différence, c'est que sur le 3-6, moi, en tout cas, j'étais vraiment obsédée à l'idée de maintenir la qualité que j'avais en one-one sur le groupe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'hybride, ce qui n'est pas obligatoire, hein. Attention, ça, c'est une question de vision. Je disais tout à l'heure, quel est ton combat? Moi, mon combat, ça a toujours été l'accompagnement très premium, la personnalisation, le sur-mesure. Et ça le sera toujours, je pense. Je pense que ça ne changera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Mais c'est totalement possible de faire du full groupe tout en maintenant une qualité, hein, je précise quand même. Mais du coup, moi, de mon expérience en tout cas, moi, j'ai fait de l'hybride. C'est-à-dire que j'ai pris du groupe. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des coachings collectifs, mais on avait aussi du one-one. One-one que j'ai maintenu, tu vois, et que j'ai maintenu encore aujourd'hui, et qui est d'ailleurs notre offre phare aujourd'hui. Mais ça, ce sera, je pense, la toute dernière étape sur la partie délégation. Donc, j'en dis trop. Donc, on va se refocuser sur le groupe. Ok. Ouais, donc en fait, quand tu commences à faire beaucoup de one-one, parce que tu as beaucoup de clients et que malgré que tu as vraiment optimisé le delivery pour automatiser au maximum, au bout d'un moment, bah, tu as envie d'avancer et d'accompagner peut-être plus de gens ou alors de travailler moins. Parce que bah, Oui, quand tu fais du one-one, tu as 10 personnes, tu fais un coaching, c'est 10 heures. Si tu fais un oui, coaching d'1 heure, bah, tu as 10 personnes, tu as 10 heures de taf. Alors que là, tu as 10 personnes, tu mets tout le monde dans la même salle au même moment. Donc, encore, tu te divises par 10. Donc, tu multiplies par 10 ton prix et tu te divises encore par 10 ton temps de travail. Sauf que là, effectivement, comme tu dis, il y a cette obsession de la qualité parce que, alors, je me souviens sur le 3-6, c'est un système de cohorte. Donc, on rentre à une date et on finit à une date et on est tous dans la même cohorte. oui. Ça, c'est un parti pris que tu avais, mais je crois que c'est terminé sur tes offres maintenant. C'est Ouais, Evergreen exactement. ou tu Ouais, peux alors en expliquer un fait, petit peu? Là, c'est ouais. bon. Alors, donc, la cohorte, et je vais prendre avec les exemples que tu viens de donner, comme ça au moins c'est clair. La cohorte, nous, on avait ça sur le 3-6, donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait une date de début, une date de fin pour un nombre de personnes défini, et il y avait personne, il y avait aucun nouveau client, on va dire, qui rentrait en cours de cheminement, on va dire, et d'accompagnement. Donc ça, oui, chez nous, ça a été un parti pris parce que sur cette offre précisément, qui était pour les entrepreneurs avancés, disons que dans ma vision des choses sur cet accompagnement-là, précisément, euh, j'étais embêtée à l'idée de faire rentrer tout le monde, entre guillemets, à n'importe quel moment. Pour moi, il y avait une notion de safe place, particulièrement sur les codev, etc., où je voulais que les gens se connaissent avant. Donc ça, c'était vraiment un parti pris. Donc en fait, par contre, les deux sont possibles, hein. Et aujourd'hui, par contre, sur System X, donc notre accompagnement pour les entrepreneurs intermédiaires, là, par contre, les clients peuvent rentrer à n'importe quel moment. Et donc là, du coup, on est sur Ok. de l'evergreen et c'est un petit peu différent. Et c'est quand même du groupe. On a du groupe et du one-one, Ok. toujours. Alors, Ouais. voilà. Donc, ça, souvent, c'est quelque chose que les gens, moi, que j'accompagne, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse faire du groupe en evergreen. Ça veut dire qu'en fait, tu fais Mmh. rentrer des gens tout le temps et que dans tes groupes, il y a des gens qui viennent de démarrer et des gens Oui. qui sont à la fin. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Bah ça, enfin, je me permets je sais pas si tu voulais aller plus loin, mais je me permets de te couper là-dessus. Euh, Ça, souvent, ça fait peur pour deux choses. La première, c'est comment je gère l'onboarding et l'offboarding, souvent, hein, c'est-à-dire, comment on fait pour les personnes qui viennent de rentrer
et qui rejoignent des gens qui sont là depuis 2 mois déjà. Ça, c'est toujours une grande question. Et en fait, il y a une multitude de solutions. Toujours pareil, une question de vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et deuxième problématique, c'est si forcément vous avez construit votre accompagnement, votre formation avec des lives thématiques, je vais appeler ça, des coachings avec live thématiques, là oui, c'est un gros problème. Mais on peut toujours le changer, en fait. On peut toujours le changer. Donc, ça dépend aussi de comment vous avez imaginé votre accompagnement au départ, votre formation. Et je vais revenir sur une notion dont on a parlé tout à l'heure sur la digitalisation du delivery. Pour moi, c'est aussi au cœur de ça. J'ai parlé tout à l'heure d'identifier la fameuse colonne vertébrale de votre formation. En fait, si vous voulez penser en tout cas en evergreen, encore une fois, question de vision, c'est hyper important de déterminer votre colonne vertébrale, de digitaliser votre colonne vertébrale et d'ajouter autour du live. Et là, vous n'avez plus la problématique de step 1, step 2, step 3. En fait, parce que souvent, on imagine sa formation comme ça et c'est normal. Forcément qu'on commence par un point A, un point B, un point C. Mais qu'est-ce qui vous empêche de délivrer en asynchrone vos points 1, B, etc. Donc, je ne sais pas si c'est clair comment je l'ai expliqué, mais en gros, il faut, ça dépend de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours revenir en arrière ou vous pouvez toujours changer. Rien ne vous empêche d'avoir au départ un parcours très déterminé avec un live 1, un live 2, un live 3. OK, c'est votre V1. Et après, V2, V3, V4, V5, V6, vous faites différemment. Et vous pouvez aussi digitaliser votre fameuse colonne vertébrale et rajouter des lives autour. En fait, tout est possible et tout est en évolution constante. Parce que je crois tout à l'heure, et je voulais rebondir là-dessus, tu parlais de une fois qu'on a sa formation, je crois, je ne sais plus exactement comment tu l'as dit. Pour moi, en fait, une offre, quelle qu'elle soit, que ce soit de la formation, de l'accompagnement, de la prestation de service, est en optimisation et en évolution constante. Nous, sur System-X, attention, on n'est pas en train de changer des trucs tous les 4 matins, mais facilement, tous les 2 mois, on fait un ajout, on fait une modification, on fait une amélioration. En fait, il faut vraiment voir votre formation, puisque je vais parler pour ton audience, votre formation vraiment comme quelque chose d'évolutif. Écoutez vos clients, écoutez les retours et adaptez. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je peux te faire un petit partage d'expérience. C'est que Being, j'ai mis à peu près 6 mois à faire la plateforme. C'était un truc quand même ultra complet. Ouais. Et en fait, donc là, je la refais. Et à chaque fois que je repasse la formation en revue, j'enlève des trucs. J'enlève. Parce que je me rends compte que, en fait, tu veux mettre tellement de contenu, apporter tellement de valeur. Mais encore une fois, moi, c'est l'imposteur qui parle. C'est-à-dire que moi, je suis Madame Plus pour que mon imposteur, là, il dégage. Et puis pour me dire, allez, c'est bon, j'en fais assez. Et là, maintenant, je suis vraiment en train d'enlever des choses en me disant, est-ce que ça va vraiment aller dans l'objectif du client? Est-ce que c'est à son service ou est-ce que c'est pas un truc qui fait too much et dont il n'a pas forcément besoin aujourd'hui au niveau où il est? Et pourquoi tu disais ça? La différence Euh, peut-être entre l'Evergreen et la cohorte, c'est que c'était possible totalement de ouais. passer de l'un à l'autre. Ouais. Et oui, alors la structure de ta formation en ligne, elle doit être vraiment clé. Si tu fais de l'hybride, comme c'était le cas dans le 3.6, et moi, j'ai vraiment adoré le 3.6 parce que je me suis fait des business friends pour la vie, quoi. C'est vraiment le truc le plus puissant que j'ai trouvé. Donc, cette histoire de cohorte, c'était vraiment top. Et après, effectivement, les lives que tu vas faire, ben, tu vas les organiser pour que chacun puisse prendre la parole sur un sujet qui est intéressant pour tout le monde, en fait, à tous les niveaux de business. Et puis, tu peux faire des thématiques transverses qui ne demandent pas forcément d'être à un niveau. Par exemple, Ouais, tout à je dis fait. n'importe quoi, mais moi, sur mon programme, on va avoir tout ce qui va être lié au mindset. Que tu démarres ou que tu sois à la fin du programme, le mindset, il est important. Et donc, bah, tu peux faire des lives spéciaux pour le mindset. Ouais, complètement. Et après, si tu fais de l'hybride avec du one-one, ben, là, tu peux définir ton parcours, ta progression pédagogique avec le one-one. Il y a l'histoire aussi des livrables que tu peux rendre. Ouais. Alors, du coup, quand tu es passé au groupe, on voit que bah, y a deux
problématique, c'est le groupe Evergreen, donc quand tu rentres vraiment à tout moment, et le groupe en cohorte. Donc ça, c'est véritablement deux choses qu'il faut prendre en compte. Alors, tu l'as vraiment bien expliqué là tout à l'heure. C'est que en fait, tu vas avoir euh, différents types de lives que tu vas organiser euh, en collectif. Et alors, ah ouais, tiens, j'ai une idée qui vient de me passer par la tête. Toi, il y a un format phare que tu organisais dans le 3-6, c'était les codev. Est-ce que tu le fais toujours, ça, ou pas? Ouais, toujours. Il y a toujours Alors, du code. tu peux nous expliquer un petit peu sans trop dévoiler ta touche personnelle, Oui, oui, peut-être? oui, mais en fait, je peux expliquer ce que c'est un codev, parce que le co-développement, c'est absolument pas quelque chose que j'ai inventé moi. Ça existe Ouais. depuis, je sais pas combien d'années, mais très, très longtemps. Et après, il y a différentes manières d'organiser un codev, mais grosso modo, peu importe le type de codev qu'on va faire, même en présentiel des fois ou ce genre de choses, l'objectif, c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle le cerveau collectif, et donc une des personnes du groupe arrive avec une problématique, et que bien avant que ce soit le coach qui intervienne pour poser des questions, aller challenger, etc., c'est aussi l'expérience des autres qui va être partagée. Et alors, moi, quand je suis passée par là, ben, j'ai fait telle chose, peut-être que ça peut t'aider, etc., etc. Voilà, est-ce que je l'ai bien expliqué? Parce que en gros, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, le co-développement, c'est chacun vient avec sa problématique. Il y a une durée qui est définie. Et avant que le coach ou le formateur ou le mentor, on s'en fout, on l'appelle comme on veut, prenne la parole, c'est le reste du groupe qui va intervenir en partageant son expertise. Et c'est là que ça devient génial, en fait, quand tu es en evergreen, parce que tu vas avoir des gens qui vont démarrer ou des gens qui vont être un petit peu plus avancés, qui auront tous une pierre à porter à leur édifice. Et je trouve que le codev, c'est aussi passionnant à, à comment dire, à être au cœur du codev, je sais pas comment tu appelles ça, celui qui est co-développé, Oui. que être Que à autour et être l'extérieur. à Ouais, alors, l'extérieur. ouais. Ça, c'est la grosse, grosse valeur ajoutée de ce format-là. Mm. Et même en replay. Que des fois, des coachings collectifs, ça va être chiant à regarder en replay, tu vois, Ouais. typiquement. Un co-développement, on va vraiment, qu'on soit là en synchrone ou qu'on soit là en regardant en asynchrone, ça nous apporte toujours quelque chose parce que ça fait effet miroir. Parce qu'on croit toujours que nos clients, de façon générale, pensent toujours qu'ils ont une situation très particulière, ce qui est normal en fait. On est tous uniques et du coup on est persuadé. Mais en fait, en vrai de vrai, dans 99% des cas, ce que tu es en train de vivre, il y a quelqu'un dans la pièce, dans la salle, dans la pièce Zoom, peu importe comment tu le fais, qui l'a déjà vécu très probablement et ça va faire écho à toi alors que tu n'as même pas posé de questions sur le codev. Donc ça, c'est la grosse force, ça c'est sûr. C'est pas un simple question-réponse, c'est vraiment un effet miroir qui va se créer et tu vas pouvoir apprendre aussi des autres. Yes. Donc ça, c'est un format que tu peux utiliser en evergreen ou en Les deux, cohorte. ouais. Ouais, ouais, dans les deux cas, ouais. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas dans tes accompagnements, tu vas pas choisir du collectif et de l'individuel. Tu peux faire les deux. Tout dépend de ta vision, de ce que tu as envie de faire, de créer pour tes clients. Et donc, tous ces choix, en fait, tu vas les faire d'abord par rapport à toi aussi et par rapport à tes clients. Donc, par rapport à tes clients, bah, il faut bien les connaître, ça c'est clair. Et après, par rapport à toi aussi, en termes de niveau d'énergie que tu vas pouvoir mettre aussi sur tes clients, etc. Et moi, je trouve que c'est hyper important, tu sais, quand tu te poses toutes ces questions. Est-ce que je fais de l'individuel, du collectif, de l'evergreen ou des cohortes? C'est d'abord toi, ce que toi tu veux, combien de temps tu as envie de bosser, est-ce que tu as envie d'être très proche de tes clients ou au contraire de laisser un petit peu vivre leur vie, progresser à leur rythme, être présent sans être dans l'assistanat, tu vois. Moi, Ouais, j'aime ouais, bien. ouais. Il y a une forme de distance, tu vois, que je vais mettre aussi avec mes clients. On pourra en parler de Un ça, cadre, peut-être. Je pense que le moi, WhatsApp. j'appellerais, ouais, moi, j'appellerais plutôt ça un cadre.
un cadre de formation ou d'accompagnement qui est bien posé. Et ça, beaucoup de clients, nous, qu'on accompagne, peu importe, hein, parce que nous, on accompagne en prestation de service et aussi en formation, accompagnement, etc., qui ont très peur, en fait, de poser un cadre parce qu'ils se disent « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que mon client va penser ? Et est-ce qu'il va vraiment se sentir écouté ? Est-ce que, etc. » Non, au contraire, un cadre, ça sécurise. Et c'est vu de manière très, très professionnelle. Et ça, c'est le genre de choses, on n'en a pas trop parlé, mais un petit peu quand même, c'est quelque chose qu'il faut positionner dès le départ, que vous positionnez à l'onboarding, en fait. Voilà, tout simplement. Et ouais, j'appellerais plutôt ça le cadre, poser un cadre, tout simplement. Et ça, les clients apprécient beaucoup. Alors, et c'est sûr que si ton cadre, je grossis volontairement, c'est sûr que si ton cadre, c'est je suis dispo que 10 minutes par jour de 14h à 14h10, bon, clairement, là, tu te fous de ma gueule, tu vois ce que je veux dire ? Mais on est d'accord là-dessus, tu vois, il y a quand même un. Justement, je voulais venir sur ça, sur ce que tu viens d'aborder. Je pense qu'il y a quand même pour moi, ces choix-là, ils doivent être pris de manière consensuelle, c'est-à-dire entre ta vision personnelle et ta vision, ton ambition professionnelle, mais aussi tes clients. Parce que si tu ne penses qu'à toi et que tu ne penses pas à tes clients, ça ne marchera pas. Si tu penses qu'à tes clients, tu vas te faire bouffer et tu vas finir très mal. Tu ne vas pas te sentir bien, tu vas être en mode sauveur et ça va te tuer tous les jours. L'équilibre se trouve entre les deux. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Quelles sont les choses ? Quel est le cadre qui est extrêmement important pour moi et sur lequel je ne dérogerai pas ? Versus de quoi mon client a besoin. Et au milieu de ces deux choses-là, c'est là qu'il se trouve ton accompagnement parfait pour toi et pour tes clients, en fait. Yes. Oui, pour moi, les clients, mais je crois que là, pour le coup, on se rejoint toutes les deux. La satisfaction du client et la transformation du client, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour toi et pour moi. Et c'est un prérequis, en fait. Donc, moi, j'ai tendance à m'oublier au profit du client. C'est pour ça que je dis, pense d'abord à toi et après pense à ton client. Mais parce que ça fait partie des prérequis que j'ai. Pour moi, c'est hors de question de prendre du high ticket parce que là, clairement, on est sur des offres à 1000, 2000, 3, voire encore plus. Et donc, tu peux pas, en effet, tout scaler et vendre ton truc à 10 000 euros alors que derrière, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de support, etc. Alors, exactement. Et ça s'est vu autour dans l'industrie de la formation, etc. Ça s'est beaucoup vu. Et ça, je trouve que c'est dangereux. Tu vois ? D'ailleurs, j'en ai même fait un épisode de podcast sur mon propre, sur ma propre plateforme média de podcast. Et ta pub. Il s'appelle comment ton podcast ? Vision, qui s'appelle Vision, tout simplement. Effectivement, voilà, il y a quand même, construire. En fait, cet épisode, et je peux en parler là rapidement, c'est que je parle de cette phrase qu'on entend beaucoup, construire un business au service de sa vie, qui a quand même des limites, qui est tout simplement la satisfaction de ton client. Je suis désolée, mais quand tu es entrepreneur, oui, tu es entrepreneur pour poser tes propres règles, mais tu as un client en face. Et en fait, il faut pas l'oublier, ça. Et donc, oui, j'ai déjà entendu des gens qui étaient très déçus d'avoir payé des sommes folles et derrière de pas avoir eu de réponse à leurs questions. C'est pas possible, en fait. Ça, pour moi, c'est red flag, quoi. Et c'est un truc auquel je sais, extrêmement attention, tu vois. La réactivité, le fait de prendre soin du client, pour moi, c'est indispensable. Et ça, il y en a qui l'oublient. Donc oui, c'est bien de construire un business au service de sa vie, mais c'est bien aussi de construire un business au service de sa vie et de ses clients. Tu vois, j'ajouterais. Yes, ça vaut le coup de le rappeler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve tout et n'importe quoi dans cette industrie. Et, comme toutes les industries, en vrai. Hein. Tu ouais. sais, voilà, là, on parle de celle-là parce qu'on la connaît. Mais en vrai, C'est il y a des dérives. Il y a des dérives partout. Bon, en tout cas, pour nous, ça, c'est clair que les clients passent aussi au premier, deuxième rang de priorité. Cool. Bon, donc du coup, sur l'étape 2, on a vu que pour scaler, tu vas passer sur du groupe Evergreen ou en cohorte, à toi de voir. En tout cas, il va falloir que tu prennes bien en compte
tous ces éléments-là dans la colonne vertébrale de ton accompagnement pour que tout ça, ça ait du sens, ça soit lié et surtout pour que ton client, il sache ce qu'il a à faire, où il en est, comment il évolue, comment il progresse, etc. Et qu'il ait une vision assez claire de la transformation en cours, en fait, qu'il est en train d'avoir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut mixer l'individuel et le collectif. Ça n'a pas de... En fait, voilà, tout dépend de ce que tu as envie de faire aussi. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que tu fais aussi. Moi, j'adore le collectif et j'adore aussi l'individuel, donc je continue de faire ça. Et donc, on va arriver à la troisième étape. Bon, avant de passer à la troisième étape, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça ou pas? Écoute, il y aurait très, très probablement plein d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Yes. Donc, l'étape 3, dans le scaling du delivery, là, on va vraiment passer à un step d'après. C'est que ça, c'est un sujet que tu aimes bien. Et donc, je vais te laisser en parler parce que moi, je ne suis pas passée encore à cette étape-là. C'est d'aller déléguer tout ou partie du coaching one-one. Ouais, du one-one ou collectif, hein, ça marche Ah oui, dans les deux. oui. Donc, effectivement, on peut se dire, quand on est au niveau du groupe, par exemple, le niveau d'avant, on peut se dire, ok, je vais continuer de faire, imaginons qu'on choisisse l'option hybride, où on se dit, je vais faire du collectif, je vais faire du one-one. On peut se dire très rapidement, en fait, je vais être bloqué aussi, à un moment donné, puisque c'est moi qui fais le groupe, c'est moi qui fais l'individuel. Donc, en fonction du nombre d'individuels que vous avez, oui, c'est sûr, il faut le délivrer, quoi. Il y a un moment donné, il n'y a pas 10 000 possibilités. Et donc, c'est là qu'on peut passer éventuellement à l'option délégation. Je dis option parce que ça aussi, encore une fois, c'est une histoire de vision. Mais c'est aussi beaucoup de croyances limitantes en général qui sont liées à ce moment-là. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance. Autant j'ai eu beaucoup de croyances limitantes à déléguer les parties support de mon business, c'est-à-dire pour moi, quand les gens rentrent dans mon business, c'est un petit peu comme si je les faisais rentrer chez moi, tu vois. Alors que les 80% des entrepreneurs, nous en tout cas qu'on a accompagnés et que j'accompagne, etc., ils ont plutôt le blocage inverse et c'est celui-là qui va plus parler à ton audience, je pense. Mais attends, mais comment je fais pour déléguer le cœur du business, le cœur du delivery, autrement dit le coaching ou l'accompagnement ou la formation, tout en sachant que, grosse croyance limitante aussi, les gens viennent pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'entends partout et que tu vois, moi, par exemple, juste pour faire la virgule là-dessus, que j'ai pas eu. Moi, au contraire, je voyais plutôt ça comme, je le vois toujours comme une plus-value pour nos clients. Pour moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas la reine du monde et je trouve que c'est super, au contraire, d'offrir à nos clients la possibilité d'avoir aussi d'autres regards, d'autres points de vue, d'autres expertises ou d'autres compétences, d'autres expériences de vie derrière les coachs que nous, tu vois, on a dans l'équipe, par exemple. Donc, le sujet est large. Donc, déjà, je dirais que oui, on peut déléguer, mais il y a d'abord ces croyances à péter, si elles sont là. Ensuite, deuxième chose, il y a un process et une méthodologie à venir poser. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, et c'est possible, si vous êtes au format digitalisation du delivery encore en one-one ou que vous êtes au format groupe, peut-être que vous n'avez jamais pris vraiment le temps de vous poser sur votre méthodologie, quelle était un peu votre secret sauce, et que vos accompagnements live, ils sont faits sans process. En tout cas, sans process posé. Et ça, c'est 90% du temps, c'est ça. Donc, déjà, c'est OK, c'est pas grave. C'est normal, il faut passer par cette étape-là. Mais je pense que là, c'est à ce moment-là, si vous vous posez cette question, c'est le moment où il faut vous dire, OK, quels sont un peu les gros paliers par lesquels je passe à chaque accompagnement, chaque coaching, par exemple, live. Donc ça, c'est hyper important de venir le déterminer parce que ça sera bien plus facile à déléguer. Si vous avez zéro process, en gros, si vous n'avez pas de méthodologie, non mais là, bon courage pour déléguer un truc. Alors, vous allez pouvoir le déléguer potentiellement, mais la personne ne va absolument pas le faire avec les gros checkpoints de votre méthodologie. Donc, attention, je précise, nous, typiquement, les coachs qu'on a et qui accompagnent nos clients aussi avec moi,
ont leur manière de voir les choses, attention. Et c'est très important qu'ils la gardent. Je ne leur impose pas cette partie-là. Par contre, il y a quand même des plots que j'impose. Et ces fameux plots, c'est la méthodologie Step 22. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la méthodologie Step 22, par contre, que ce soit Pauline, Pimpronel, Nicolette ou David, tu vois, je veux que ce soit la même. Et c'est ça qui fait aussi qu'on nous fait confiance. Honnêtement, je pense que ça doit se compter sur, même pas une main complète depuis que je délègue cette partie-là. Ça fait 4 ans en tout que j'ai eu l'objection. Ah, mais c'est pas toi qui fait le one-one, etc. Je pense que c'est arrivé 2 ou 3 fois. Tu vois, pour le nombre de clients qu'on a accompagnés, c'est minime, c'est même ridicule, c'est rien. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée que les gens me font confiance et donc font confiance à mon équipe. Tu vois ? Donc en fait, j'ai absolument pas ce problème. Il y a un truc, je pense aussi que tu as beaucoup bossé. À mon avis, c'est ta marque. Ta marque, au-delà de Pauline Sarda, c'est tes offres System X, Step 22, pas Step 22, le 3.6, etc. Ouais, et le 3.6, voilà. Ouais. C'est vraiment une marque que tu as créée. Et du coup, quand on rejoint le programme, on ne rejoint pas forcément le programme de Pauline Sarda, on rejoint le programme System X. Ouais. Dynamique 45, peu importe. Et on sait très bien qu'il y a une certaine forme de transparence de ta part aussi, parce qu'on sait très très bien qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir dans le coaching. Déjà parce que c'est clair dès le départ, c'est pas un truc fait en thread. Sur les pages de vente, typiquement, on présente l'équipe de coach. C'est clair. Voilà. Donc, il y a toute cette communication qu'il faut avoir. C'est-à-dire que clairement, on s'extrait nous-mêmes du programme pour laisser faire aussi des pros. Parce que je sais que tu as, par exemple, Kevin qui est expert de tunnel de vente ou des choses comme ça. Enfin, bon, là, il n'est plus avec nous en ce moment, mais oui, c'est un très bon exemple. Par exemple. Et en fait, toi, tu vas prendre des experts qui sont spécialisés dans leur domaine ou en écriture d'email, en copywriting, ou peu importe, où tu sais qu'il y a une vraie expertise d'une personne. Et donc, le fait d'intégrer une personne supplémentaire dans ton équipe, ça amène encore plus d'expertise parce que nous, on ne peut pas tout maîtriser à 200%. Et quand tu prends quelqu'un qui est spécialisé sur une thématique du programme, là, tu vas vraiment hyper en profondeur dans l'accompagnement. Et donc, ça va encore plus augmenter la qualité de l'accompagnement. Ouais. Et donc, le sujet aussi, donc il y a les process parce qu'effectivement, il y a ta touche personnelle, ne serait-ce que l'onboarding et le offboarding de chaque visio qui est très ritualisé en fait. Donc, quel est ce rituel que tu mets en place dans tes visios et que ton coach externe va mettre en place? Et après, quels sont les coachs que tu vas prendre? Est-ce que tu prends des coachs qui sont des copier-coller de toi, de ton parcours, ou alors des experts? Ça, de toute façon, avoir des copier-coller de son parcours, c'est impossible, entre guillemets, hein, j'entends, mais c'est ça, c'est impossible. Ça, effectivement, ça dépend aussi du type de formation. Sur le 3.6, on avait un coach spécifique sur la partie de finance, par exemple. Parce que moi, la finance, d'ailleurs, c'est grave mon truc et je pense que dans une autre vie, j'aurais clairement pu faire ça. Parce que ça, les chiffres, la gestion, le pilotage, tu le sais, c'est un sujet vraiment que j'aime aborder, etc. Mais pour autant, moi, j'ai pas un doctorat en finance, tu vois. Donc, oui, je connais peut-être plus de choses que le commun des mortels dessus, mais pour autant, je suis pas une experte. Donc, sur le 3.6, par exemple, ça a été le cas. On avait quelqu'un de spécifique sur ce sujet-là. Aujourd'hui, sur System X, c'est un petit peu différent. On a des coachs qui, j'aime pas utiliser ça, mais copier-coller de moi, entre guillemets, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils ont leur expertise propre, ils ont leur secret sauce propre, mais comme on est sur du coaching 360 et particulièrement développement commercial, je vais plutôt recruter sur un coach qui a déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat, quelqu'un aussi, si possible,
parce que c'est pas automatiquement obligatoire, tu vois, d'avoir une formation de coach. Ça, c'est pas automatique. Moi, à partir du moment où l'expérience, elle est en face, moi, ça me va très bien, tu vois. Mais voilà, donc ça dépend vraiment de, encore une fois, de ce que tu veux, de ce que tu as envie de transmettre. Et oui, tu peux faire intervenir potentiellement des gens qui ont des expertises que toi, tu n'as pas. Ça, c'est possible. Et je dirais même, à la limite, c'est plus facile à déléguer parce que tu maîtrises pas, c'est pas le sujet que tu maîtrises, donc c'est plus simple à déléguer. Ou sinon, tu délègues, entre guillemets, le même type de coaching que toi, tu as l'habitude de faire. Et là, c'est un peu plus complexe dans le sens où c'est normal, tu ne peux pas attendre exactement le même type de coaching que si c'est toi qui l'avais fait, ce qui ne veut pas dire que ça sera moins bien fait, c'est juste que ça sera fait différemment. Mais ça, il faut l'accepter et ça, c'est très mindset. Très croyance limitante, etc., qu'il faut aller bosser, quoi. Hmm. Oui, à tous les niveaux, il y a des croyances limitantes à dégommer. Ouais, Ça, c'est complètement. clair. C'est Ah ben, ça. on pourrait résumer comme ça, c'est la croyance limitante du scaling en étape 1 à dégommer. On va dire que c'est tu arrêtes de vendre ton temps parce que ce qui fait ta valeur, c'est pas ton temps, c'est ton expertise et c'est la transformation que tu proposes. Donc, on va aller Mhm. digitaliser. La deuxième étape du scaling, c'est quand tu passes du one-to-one au groupe. Et là, la croyance limitante, c'est, je pense, par rapport à Evergreen ou Cohort, c'est de se dire que on peut faire du groupe, quelle que soit la solution qu'on va choisir. Et aussi, La si je peux me deuxième, permettre, ouais. juste là-dessus, la croyance que il faut faire péter la croyance que c'est impossible de maintenir la même qualité du one-one que sur du groupe. Tu vois, et quel que ce soit de l'Evergreen ou de la cohorte. Je pense que ça, Mm. c'est un des trucs que moi j'ai le plus entendu hein, et que beaucoup d'entrepreneurs ont, quoi. Ouais, carrément. Ouais, puis le groupe, enfin, tu crées des histoires avec les groupes qui sont quand même folles, moi, je trouve. Mm. Et ouais, il se passe des trucs. Et la troisième étape quand tu commences à déléguer, c'est ça, c'est de se dire je suis irremplaçable et mes clients ne vont pas ne vont pas comprendre que je Ouais. que je délègue. Ok, super. Bon, bah je crois qu'on a fait quand même un beau tour du scaling sur Ouais. le delivery, hein. C'est ça. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter ou des conseils à donner à mon audience? Moi, je sais pas si c'est un conseil, mais le truc sur lequel j'aimerais bien finir, c'est juste de vous dire que vous avez besoin de passer. Là, on a parlé de 3 étapes, mais je dirais de façon générale dans l'entrepreneuriat, par certaines étapes pour pouvoir comprendre et implémenter les prochaines, celles qui vont nous faire passer au niveau suivant, et qu'il faut accepter de ne pas tout savoir et aussi accepter de se dire que à chaque étape, il y a des solutions et potentiellement les solutions mises en place à chacune des étapes seront différentes et vont devoir évoluer sur l'étape suivante. Et donc, c'est accepter qu'aujourd'hui, vous ne savez pas tout. Tu vois, je sais que c'est pas facile, ça demande un lâcher prise de se dire, ok, je prends une décision maintenant, je fais ça maintenant. Peut-être que dans 6 mois, ce sera plus la bonne solution parce que j'aurai plus de clients ou parce que ci ou parce que ça. Mais accepter que c'est normal, tu vois. Est-ce que tu crois que si tu savais tout ce que tu sais aujourd'hui, il y a 10 ans, tu te serais lancé dans l'entrepreneuriat? Alors ça, peut-être que non. Alors on dirait c'est horrible parce qu'on dirait on vit un enfer, tu vois, non pas du tout. Mais c'est juste que c'est une telle montagne à gravir et il y a des étapes en fait à passer que c'est sûr que si on imagine le haut de la montagne tout de suite, on n'y va pas quoi, hein, tu vois. Ouais, On n'y va ouais, pas. c'est clair. Alors qu'en fait non, il faut et puis surtout hyper cliché ce que je veux dire, mais il faut apprécier chaque étape. Il faut apprécier Ouais. chaque étape. Parce que si tu n'apprécies pas, tu t'arrêtes tout de suite, hein, tu vois. Mm. Ouais. Ah, j'adore finir par ce mot de la fin, le kiff, parce que, ouais, franchement, on va pas se cacher que c'est dur de faire tout ça, hein. Je veux dire, là, si tu veux aller jusqu'au bout, tu as une montagne de taf qui t'attend.
Donc, fais-toi accompagner. Ça, tu vas pas Oui, me dire le contraire. oui, c'est sûr que l'accompagnement, on va dire, oui, bah c'est sûr, c'est mieux. C'est mieux. Et kiffe ce que tu fais. Euh, si tu kiffes pas le collectif, n'en fais pas. Voilà. Ouais, Trouve un autre ouais, moyen de satisfaire tes clients. ouais, non, complètement. Oui, oui, pas d'injonction en fait. Mm. Il y a plein de choses qui sont faisables. Et oui, c'est pas automatique de faire du groupe. Mais on peut quand même faire grandir le business, même si c'est pas du groupe, tu vois. Ouais, Ouais. carrément. Merci beaucoup, Pauline, pour ta participation. Est-ce que tu peux me dire comment on peut te trouver et travailler avec toi? Alors, on peut me trouver, je dirais, le plus facilement, c'est sur LinkedIn. Donc, vous tapez Pauline Sarda, vous pouvez pas me louper. Sinon, bon, sur Instagram, en vrai, vous tapez Pauline Sarda, vous me trouverez aussi. Après, il y a aussi le podcast Vision. Donc, il y a plusieurs visions qui se sont rajoutées depuis que moi j'ai monté le podcast. Donc, Vision, comment dire, vous verrez, une identité visuelle bleue. Voilà, juste, je donne l'information pour pas que vous vous trompiez de vision entre guillemets. Et comment on peut travailler avec nous? Bah, honnêtement, vous allez sur ou Instagram ou LinkedIn et vous trouverez le par où commencer, quoi. Ça, c'est sûr, ça sera bien placé. Yes. Oh, je vais pas te demander ton actualité parce qu'on est au mois de juin et l'épisode il sortira sûrement en septembre ou octobre. Donc on verra ce qui va se passer d'ici là. C'est En ça. tout cas, je te remercie infiniment, Pauline, d'être venue sur le podcast. Pour moi, c'est un honneur et je suis hyper contente que ce soit toi la première. Vraiment. Allez, ça y est, j'ai des trémolos. Donc, Bah, écoute, merci beaucoup Céline, c'était vraiment un plaisir et je pense que c'est peut-être l'un des premiers épisodes de podcast sur lequel je suis invitée où on va vraiment dans ce sujet-là, tu vois, plus enfin le sujet qu'on a abordé là ensemble. Donc ça m'a aussi fait très plaisir de le partager avec toi. merci, Pauline, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.